Bonjour à tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour une heure à parler de la pêche du loup au leurre. Donc j'ai déjà reçu quelques questions sur le via Messenger, donc je vais répondre en premier. Et ensuite, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les envoyer, je répondrai avec plaisir. Voilà. Donc on va commencer par Pierre de Clermont-Lérault, qui me demande ce que c'est qu'un bon pêcheur de loup et ce que c'est qu'un mauvais pêcheur de loup. Alors sa question était assez rigolote, surtout quand un Clermontais il pose une question à l'eau des voix. En fait, on va dire que la principale qualité d'un pêcheur de loup, c'est d'être disponible quand les conditions sont excellentes. C'est-à-dire qu'il y a quelques jours dans l'année qu'il ne faut pas laisser passer. Voilà. S'il y a des bonnes conditions et qu'on ne peut pas aller pêcher pour X raisons, on risque de passer à côté très souvent. Voilà, donc la principale qualité, c'est ça. C'est de pouvoir être disponible au bon moment. Voilà, il y en a peu dans la saison, il ne faut pas les laisser passer. Et, bien sûr, il faut être très observateur. Ça, c'est la base pour toutes les pêches, de toute façon, que ce soit le loup ou d'autres carnassiers, en eau douce ou en mer d'ailleurs. Voilà. Bon, donc on va parler un peu de toutes les facettes de cette pêche. Personnellement, moi j'ai commencé à pêcher le loup il y a une quinzaine d'années. Avant, je pêchais qu'en eau douce, notamment la truite et le sandre, mais très peu le loup en fait. Voilà. Donc, on va en parler. Et on va voir justement que les pêcheurs d'eau douce, en fait, des fois, ils ont un peu de mal à s'adapter à ce poisson qui est assez particulier, qui a des habitudes et des comportements qui sont assez déroutants par moment. Voilà. Donc, on va commencer avec la première question que François m'avait envoyée. Donc, je vais la lire puisqu'elle est sur le téléphone. Voilà. Donc, François me dit... on m'a dit que tu changeais très souvent de leurre jusqu'à faire mordre le poisson. Ne penses-tu pas que c'est plutôt un moment où tu le trouves ou bien qu'il devient subitement actif? Voilà, donc en fait j'ai pour habitude de pêcher avec des agrafes de ce type là. Voilà, SP Snap. J'utilise la taille 0 qui a une résistance de 11 kg, donc qui est très costaud. Et cette agrafe elle me permet en fait de changer très rapidement de leurre. C'est la raison pour laquelle je vais passer par exemple d'un leurre comme celui-ci à un buzzing par exemple en étang. Si je n'ai rien qui tape, après 2 ou 3 lancers, je vais monter un leurre de surface par exemple. D'accord, ou un leurre qui a pêché sous l'eau, un leurre bavette. Pourquoi je fais ça? En fait, suivant les conditions de pêche d'un étang par exemple, si vous avez un vent fort sur un poste que vous connaissez, vous êtes à peu près sûr que sur un poste, il va y avoir un poisson. Voilà. Donc si on fait un premier passage avec un leurre de surface et qu'il n'y a pas de réponse, on peut tenter de pêcher avec un leurre souple en buzzing au même endroit, ou avec un leurre à bavette en suivant. Et souvent, on va arriver à déclencher une attaque. Voilà. C'est une des spécificités du loup en fait. C'est que, en fait, souvent les pêcheurs de truite, comme j'étais au départ, ils pensent que en insistant trop longtemps sur un poste, on va caler le poisson et lui faire peur, enfin, que ce ne soit plus possible de le faire mordre. Mais avec le loup, c'est pas du tout le cas en fait. Donc, c'est la raison pour laquelle, si je pêche un poste où je suis persuadé qu'il y a un poisson qui est là, même s'il n'est pas actif, je vais insister, je vais essayer des leurres différents. Et à un moment donné où il déclenchera une attaque. S'il n'y est pas, bon, bien sûr, il n'y aura pas d'attaque. Voilà, c'est comme ça. Et je vais passer à la deuxième question de François, donc. Je vais vous la lire. Donc, quand tu abordes un poste, lances-tu comme la truite, c'est-à-dire d'abord assez proche, puis de plus en plus loin, comme on peut le faire pour la truite par exemple. Donc là, c'est exactement ce que je fais, bien sûr. Et je rajouterai même que très souvent, je m'éloigne de la bordure avant de commencer. C'est-à-dire que quand j'aborde un poste, que ce soit en mer, en étang, en embouchure, ça va être la même chose. C'est-à-dire que je vais me positionner par exemple à 10 mètres de l'eau, voire 15 mètres de l'eau, et je vais pêcher les premiers mètres d'eau en premier, sur 5-6 mètres. Et je vais m'approcher peu à peu de l'eau en fait, et lancer de plus en plus loin. Pourquoi? Tout simplement parce que s'il y a un poisson qui est à 30 mètres, et un poisson qui est à 5 mètres, si on lance à 30 mètres et qu'on fait mordre le premier poisson, alors en même temps il fera peur à l'autre.
Et donc on ne prendra pas le premier qui était à 5 mètres. C'est la raison pour laquelle je vais essayer de pêcher plus loin au départ, et ensuite, plus près au départ, donc je vais lancer à 10 mètres. Si le poisson qui est à 5 mètres est mort, ben je vais le prendre et le remettre à l'eau, ou le conserver, peu importe. Et ensuite, on va pêcher à 30 mètres. On va pas pêcher de suite forcément loin. C'est une erreur, je pense, pour le loup de lancer très loin tout de suite. Beaucoup de pêcheurs, en fait, sont obsédés par la distance de lancer. Et bon, c'est pas forcément comment dire, c'est pas forcément un gage de réussite. En côte rocheuse, par exemple, je pêche à peu près 90% des loups à moins de 10 mètres du bord. Voilà, ça vous donne une idée de la distance à laquelle ils peuvent se tenir. Ça m'arrive aussi d'en prendre à 30 mètres, mais il y en a 90% desquels que je prends à moins de 10 mètres du bord, et c'est très souvent moins de 5 mètres même. Voilà. Donc là, vous allez comprendre tout l'intérêt d'être discret quand on approche, et de ne pas se faire repérer par le poisson, bien sûr. Voilà. Alors, une question de Pierre Chasseur. Alors, quelles sont les bonnes conditions de pêche? Alors, je dirais que ça dépend du lieu que l'on pratique, en fait. Voilà. Donc, en côte rocheuse, par exemple, s'il n'y a pas de vent et s'il n'y a pas de houle, les conditions sont nulles. Là, déjà, je n'y vais même plus maintenant. Voilà. Par contre, s'il y a une houle d'est de 1 mètre, 1 mètre 50, la plupart du temps, c'est l'idéal. C'est là où on touche le plus de poissons et souvent des gros. Ou alors une forte tramontane pour le sud de la France. Ou un Mistral pour le sud-est. Voilà. Mais bon, en tout cas, il faut que ça bouge, quoi. Donc les conditions de pêche, en fait, elles sont compliquées. C'est pas tellement facile de pêcher par vent à 90 ou 100 km/h. Mais c'est dans ces conditions-là, généralement, que l'on fait les plus beaux poissons. Voilà. Si le temps est nuageux, ça augmente aussi les chances de toucher des gros poissons, et d'en toucher en nombre aussi, bien sûr. Si c'est plein soleil et qu'il y a très peu de vent, bon, là, les conditions sont les plus difficiles, en fait. C'est pas dit qu'on ne prenne rien, mais en fait, c'est compliqué. En étant, c'est un peu pareil. Plus le vent va être fort, plus les conditions seront favorables. Plus le ciel sera nuageux, plus les conditions seront favorables. Voilà. La tramontane, qui est souvent publicitée par les pêcheurs, n'est pas forcément le meilleur vent, que ce soit en étang ou en plage ou en côte rocheuse. Voilà. Les plus belles pêches de loup que j'ai faites, c'était quasiment tout le temps avec du vent marin. C'était pas avec la tramontane. Voilà. Donc, les conditions ensuite pour pêcher les embouchures, puisqu'on a parlé de la côte rocheuse et des étangs. Dans les embouchures, donc, et les plages, bien sûr, moi, mes conditions préférées, c'est la fin d'un coup de mer, en fait. C'est pas forcément qu'il y a beaucoup de vagues où il faut lancer avec des gros leurres très loin, le plus loin possible, et pêcher avec des montages très lourds. Moi, je préfère largement pêcher avec des conditions de mer que l'on retrouve à la fin d'un coup de mer, c'est-à-dire avec une houle qui est en train de se terminer, qui va être à 1,50 m, 1 mètre, voilà. Et les poissons sont au bord de toute façon, puisque si c'est la fin du coup de mer, ils ont eu le temps de se rapprocher. Ils sont en train de s'alimenter aussi. Et c'est par ces conditions-là que j'ai fait les plus jolies pêches en plage ou en embouchure, pardon. Voilà. Les coups d'eau, bien sûr, sont très bons en embouchure, on s'en doute, parce que ça amène beaucoup de nourriture qui va attirer les mulets et donc leurs prédateurs, dont en partie les loups. Et ensuite, les sorties d'étang aussi sont très bonnes après des fortes pluies. Voilà. Si par exemple il pleut pendant 4-5 jours avec une houle d'est, les étangs vont se remplir, mais pas se vider en mer, puisque le niveau de la mer monte et la houle empêche l'étang de se vider. Et au bout de quelques jours, quand la pluie s'arrête et que la houle diminue, si le vent tourne, par exemple si ça passe un vent de terre, à ce moment-là, l'étang va se vider. Et là, c'est des moments excellents pour pêcher les gros, donc les canaux qui relient l'étang à la mer, et la sortie du gros côté mer, bien sûr, où là, on peut toucher de très gros poissons. Ensuite, question suivante. Alors. Donc, oui. Guy me demande quel bas de ligne utilises-tu? Est-ce important pour le loup? Alors, là aussi j'ai changé d'avis. Il y a quelques années, en fait, je misais beaucoup sur la finesse.
Bon, c'était une erreur de pêcheur de truite, hein, de toute façon, au début. Et puis en fait, je me suis rendu compte que c'était pas forcément déterminant. Ça peut l'être, mais c'est très rare en fait. Ça va l'être dans la mesure où ça va permettre à votre leurre de pêcher. C'est-à-dire, je m'explique, si vous pêchez avec un leurre de 5 cm, ce qu'il faut faire, c'est par exemple début septembre, quand les loups sont sur des tout petits alevins, si vous pêchez avec du 35 centièmes à mètre de ligne, le problème c'est que votre leurre ne va pas nager. Voilà, donc là vous allez être obligé de descendre en taille afin de permettre au leurre de nager. Si par contre vous pêchez avec un gros leurre, à ce moment-là vous pouvez pêcher en 35 centièmes, ça ne pose pas de souci. Voilà, donc moi j'ai pour habitude de pêcher en général à 25 centièmes, donc j'utilise du fil du fluorocarbone, du gamma 25 centièmes, qui est très résistant, enfin il n'y a jamais eu de souci avec ce fluorocarbone. J'utilise le même en côte rocheuse, avec, par contre là j'utilise pas du 25 centièmes, j'utilise du 35 ou du 40 centièmes, ou du 38 centièmes, pardon. 33 ou 38 centièmes. Généralement du 38. Pourquoi? Parce qu'en fait, en côte rocheuse, il faut quelque chose de costaud. Les poissons peuvent se caler dans les rochers, il faut avoir une tresse qui soit costaud aussi, qui permette d'éviter qui pèse derrière un rocher. Pour éviter ça, il faut que le fil soit costaud, que la tresse soit costaud, donc on ne peut pas pêcher en 25 centièmes. Voilà. Au début, je faisais ça, hein, je pêchais, il y a 15 ans, quand j'ai commencé, je pêchais en 25 centièmes. Ça ne m'a pas fait perdre trop de poissons non plus, ceci dit. Mais je pêchais à nylon à l'époque, je pêchais pas en tresse, donc voilà. J'ai changé de façon de faire. Un truc qui était très important là, pour les pêcheurs de loup, pour répondre à la question de Pierre du début qui me demandait ce qu'était un bon pêcheur de loup, il faut pas avoir de certitude en fait. Aucune certitude, il faut toujours se remettre en question et pas hésiter à essayer des nouveaux leurres, des nouvelles approches, des nouveaux secteurs. Voilà, moi ma façon de faire qui est assez commune avec les pêcheurs qui ont vraiment des résultats sur le loup et que je connais, c'est de pêcher plutôt des endroits où il n'y a pas beaucoup de pêcheurs, mais où il y a peu de poissons en fait. Mais pas forcément. Voilà, je préfère pêcher un endroit où il y a peu de poissons mais personne, qu'un endroit où il y a beaucoup de poissons et beaucoup de pêcheurs. Voilà, c'est pour ça que par exemple, en embouchant, moi j'y vais quasiment jamais quoi. J'y vais les rares fois où je vais, c'est les fois où je suis sûr qu'il n'y a personne parce que les conditions ne sont pas bonnes. Voilà. Donc je sais que je ne prendrai pas beaucoup de poissons, mais je sais que je serai tranquille, que je pourrai pêcher comme je veux. Si j'arrive sur une embouchure et qu'il y a déjà deux types qui sont dans l'eau avec de l'eau jusqu'à la taille, c'est-à-dire à l'endroit où les loups chassent précisément, ce sera dur d'en prendre un. Voilà. Donc voilà, ma stratégie de pêche c'est celle-là en fait, c'est de privilégier les endroits qui sont peu pratiqués, où il n'y a pas forcément beaucoup de poissons, mais où on est tranquille quoi. En étant en côte rocheuse, voilà, je fais partout la même chose en fait. Ensuite, alors je regarde les commentaires. Alors, sur le récepteur, tu es Laurent. Donc, moi, je suis dans les Pyrénées-Orientales. Et voilà, donc je pêche en fait, je suis originaire de l'Odève, dans l'Hérault. Mais donc, je pêche entre Montpellier et la frontière espagnole, et même en Espagne d'ailleurs, des fois. Comment réagis-tu quand tu prends 2-3 refus à la suite sur le même lancer? Alors là, c'est intéressant cette question. Donc, je vais vous expliquer comment je fais. J'utilise ceci. C'est des inserts en tungstène que je mets donc. Là, vous avez un leurre, un piglet Tchad qui est monté. Donc, avec un hameçon texan, hein, un casse-clou, là, c'est un Cobra 500. Voilà. Donc, je monte mon piglet dessus. Je vous le montre. Voilà. Dans le piglet, ici, à ce niveau, je mets un insert en tungstène. Environ autour d'1 gramme. En général, j'utilise 0,8 ou 1,2 g. Voilà. Si j'ai une attaque donc en surface qui n'est pas concluante, avec des remous derrière le leurre, sur les lancers suivants, en fait, ce que je fais tout simplement, c'est que je laisse descendre le leurre un peu. Donc au lieu de pêcher en surface, il va pêcher juste à 10-20 cm en dessous. Et souvent, ça suffit à déclencher une attaque en fait. Voilà. L'autre solution, c'est de passer sur un leurre qui fasse du bruit. Par exemple, celui-ci là. C'est à peine de la marque Adusta. Voilà. C'est un leurre bouillant.
Et on entend deux, en fait, c'est marrant parce qu'il fait deux. Alors je sais pas s'il y a deux billes, deux paquets de billes dedans, mais il y a deux bruits en fait. Il y a un bruit assez grave et un deuxième qui est beaucoup plus, je sais pas si vous l'entendez là, voilà, beaucoup plus léger. Donc voilà, j'utilise ça, je varie, ou alors carrément je pêche sous l'eau. À ce moment-là, j'utilise ceci. Ça, c'est un lancétique, c'est la marque Adusta aussi. Donc monté pareil sur une tête plombée casse-clou là, avec un hameçon texan, parce qu'en étant en fait souvent il y a beaucoup d'algues, pardon, d'herbes en fait, donc il faut arriver à passer sans trop s'accrocher, donc j'utilise ça. Alors, que faire quand on a des reflux sur le même moment, donc ça on vient de le dire. Ah, sur un poisson nageur. Ah oui, ah ouais, elle est bonne cette question. Donc ça c'est Spralex, je réponds à Spralex. Que faire quand on a des reflux au dernier moment sur un poisson nageur? Alors il y a un truc, donc j'utilise en contre-rocheuse, mais aussi en étant en plage, par exemple avec voilà, un Sauna 125. Hein. Quand vous le ramenez en étant en plage, en contre-rocheuse, peu importe, à une distance d'environ 1 mètre à 50 cm du bord, vous faites un arrêt et vous le laissez dans l'eau. 2-3 secondes. Et là, vous n'aurez pas le reflux du poisson au dernier moment, puisque très souvent, le loup, en fait, il prend le leurre. Voilà, moi, je me suis fait avoir plein de fois au début. C'est-à-dire que quand je rendais le leurre, je le sortais de l'eau directement. Et puis, en fait, non. Maintenant, je ne le sors pas de l'eau directement. Je le ramène, et arrivé à mettre du bord, bon, bien sûr, moi, je ne suis pas à mettre du bord, hein, sinon le loup, il me verrait, ou alors je suis caché dans l'ombre des rochers. Et donc, arrivé à très peu de distance du bord, je le laisse dans l'eau 2-3 secondes, il n'y a pas besoin de le laisser 3 jours non plus. Et très souvent, ça suffit pour déclencher une attaque. Si ça ne marche pas, par contre, et si j'ai vu un poisson, à ce moment-là, je change de leurre, comme je l'ai dit tout à l'heure. On passe sur un leurre souple, on passe sur un lipless, voilà. Par exemple, je n'ai pas pris là, des lipless, mais des chéribous d'NLS, là, ils sont très bons pour faire ce genre d'animation, et ils permettent souvent de faire la différence. Alors, quelle canne utilises-tu du bord? Alors, j'en utilise plusieurs. En étant, j'utilise les Dragon Bait LX. Donc j'ai deux modèles en fait. J'utilise la 2 mètres pour pêcher en bateau. Et je vais essayer de vous la montrer sur le catalogue parce que je ne l'ai pas sorti là. Alors, elles sont celles-là. Donc Dragon Bait LX en 2 mètres pour pêcher en bateau. Donc il y a en 2 brins celle-ci. Et du bord, j'utilise la 2,40 m qui est en 2 brins aussi, mais c'est la poignée plus un brin entier. Donc qui fait 2,40 m, voilà, c'est ça. Ça c'est pour pêcher en étang, en plage et en côte rocheuse. J'utilise par contre des Dragon Bait Seabass qui font 3 mètres. Parce qu'en fait, pour ceux qui ont pêché en côte rocheuse et qui connaissent les conditions de pêche, c'est vraiment des cannes, il faut utiliser des cannes longues pour pouvoir brider le poisson, pour pouvoir éviter les rochers. Enfin, il y a plein de choses qui obligent à pêcher avec des cannes qui sont longues. On ne peut pas pêcher avec des petites cannes en côte rocheuse. Et en plage, ça se discute, mais enfin, si les conditions sont vraiment difficiles, ça va être impossible aussi. Alors, Olivier me demande, tu mets des attractants sur les poissons nageurs? Pas du tout. Je n'utilise pas d'attractants sur les poissons nageurs, ni sur les leurres souples d'ailleurs. J'ai peut-être un tort d'ailleurs, mais je ne m'en sers pas. Je connais des gens qui s'en servent, qui ont des résultats avec. Moi, j'ai jamais essayé. Bon, sur les poissons nageurs, j'ai quand même des doutes parce que je vois pas comment un attractant peut tenir longtemps sur un poisson nageur. Sur les leurres souples, bon, par contre, c'est évident que ça peut jouer. Mais en fait, les leurres souples que j'utilise, souvent, ils sont déjà parfumés. Hein, alors, je sais pas, les Adusta, là, par exemple, j'en ai ici. Ce type-là, voilà, ça c'est. Alors, c'est parfumé un arôme mystérieux, je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire quel arôme c'est, mais ils sont très très parfumés. Ceux-ci, c'est pareil, là, ils sont parfumés déjà. Ils sont très souvent d'ailleurs, les leurres souples, ils sont salés. Donc, non, j'utilise pas d'attractant en fait. Mais voilà, je critique pas du tout ce qu'ils utilisent. Hein. C'est surtout dans les pêches lentes ou leurres souples, ça peut permettre justement de retarder le ferrage, ce qui est pas plus mal d'ailleurs quand on pêche leurre souple, et de bénéficier de l'attractant avec le poisson qui va garder bien sûr le leurre plus souvent en bouche que s'il n'a pas de goût. Alors, pour une pêche du bord en Méditerranée, alors ça c'est
Quelle canne utiliseriez-vous? Donc, d'accord, j'utilise une belle me semble importante. Oui, donc, pour répondre à JD Combaropoto, excusez-moi si je prononce mal, mais oui, la longueur est importante, bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, il vaut mieux utiliser une canne longue en plage et en contre-rocheuse, et une canne plus courte en étang. Donc, je vois que vous avez une Bayliner AKBM en 2,18 m et 2,46 m. Donc, la 2,18 m, 3,18 pardon, et 2,46 m. Donc, celle-là est plutôt pour l'étang. On peut utiliser en plage quand la mer n'est pas trop formée, mais c'est limite quand même. Voilà. Donc, si vous voulez pêcher en plage et en contre-rocheuse, je vous conseille une canne qui fasse aux alentours de 3 mètres, 2,90 m, 3 mètres. Ce sera beaucoup plus pratique et beaucoup plus efficace. Ensuite, alors, le loup, alors Cyril Saint-Martin. Le loup, tu le pêches exclusivement en journée ou parfois de nuit? Alors, je le pêche les deux. Alors, je le pêche dans la journée, notamment au printemps et en automne, et de nuit plutôt durant l'été et au début de l'automne, on va dire. Voilà. Mais c'est aussi bon en décembre de nuit, il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai remarqué que ils meurent aussi bien en plein après-midi que tôt le matin ou tard le soir. Il n'y a pas de... Je pense qu'il vaut mieux souvent se fier aux horaires de la lune, par exemple. Les couchers de lune sont souvent des périodes d'activité sur le loup. Voilà, il y en a qui ne croient pas du tout, mais moi je l'ai constaté des tas et des tas de fois. La phase de la lune aussi est importante. Par exemple, de nuit, en pleine lune, j'ai rarement réussi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chasse et qu'il n'y a pas d'activité. Je ne dis pas du tout ça. Je dis que j'ai pas réussi parce que les plus belles pêches, je les ai faites, par exemple, avec des nouvelles lunes de nuit. Jamais en pleine lune, quoi. Voilà. Ensuite, il faut relativiser le rôle de la lune quand on parle de ça. Je m'explique. Les conditions météorologiques, elles prédominent sur les conditions lunaires, en fait. Voilà. C'est-à-dire que si, par exemple, pendant une semaine, les conditions météo sont stables, la nouvelle lune va être favorable pour une pêche de nuit, et le coucher de lune va être favorable à l'activité du poisson. D'accord? Si, par exemple, les conditions météo ne sont pas stables, c'est-à-dire qu'il fait, par exemple, une forte pluie ou une chute de la pression atmosphérique, ça va déclencher une activité du poisson, quelle que soit la phase de la lune, en fait. Donc, la lune, oui, mais si, et seulement si, les conditions météorologiques sont stables. Question suivante. Durant les grosses canicules, alors là, c'est nier-baffle. Durant les grosses canicules, comme l'été dernier, quel spot privilégié? Étang, embouchure, digue ou plage? Alors là, je répondrai sans hésiter en étang. Pourquoi? Alors j'ai été très surpris, justement, de résultats, justement, en étang, pendant des périodes de canicule. Alors ce qui se passe, c'est qu'on a un phénomène de malalgue qui se met en place dans les étangs du sud de la France, là, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est-à-dire qu'en fait, le taux d'oxygène il chute brutalement. Les algues et les micro-organismes meurent, en fait, et pourrissent, donc. Et ça crée, en fait, un phénomène qu'on appelle la malalgue, la mauvaise eau, et qui fait que les poissons sortent de l'étang s'ils peuvent, les loups, par exemple, ou les dorades, ou se réfugient dans les autres parties de l'étang où l'eau n'est pas saturée en oxygène, où il y a encore beaucoup d'oxygène, voilà. Et donc, par contre, sur les zones où, par exemple, en étang où il y a de la profondeur et où l'eau est, où il y a des courants, où l'eau est agitée par le vent, enfin, des zones qui ne sont pas touchées par la maladie, elles vont être très bonnes là, dans ces périodes de canicule. Et voilà, j'avais fait l'expérience il y a 4-5 ans, et avant je pensais justement que c'était pas terrible, justement, ces périodes de forte chaleur. Et en fait, non, il y a des moments où c'est très très bon, justement, même après plusieurs jours de canicule. Voilà. Alors, Thierry, à la plage au leurre, jamais essayé, tu lances face à la mer ou de préférence en travers avec le leurre Saruna. Alors, donc le leurre Saruna, pour ceux qui ne connaissent pas, j'en ai un ici. Voilà, ça c'est la taille 125.
Vous avez le 110 aussi, si vous voulez pêcher avec un leurre qui soit un peu plus petit. Personnellement, alors je lance face à la mer ou de préférence en travers. Alors j'ai envie de dire les deux. C'est-à-dire que déjà, je vais lancer face à la mer quand j'arrive au bord de l'eau, sur la plage. Mais je vais lancer face à la mer en me tenant en retrait de l'eau. C'est-à-dire que je vais être à 10 mètres de l'eau et je vais lancer droit devant. De façon à ce que mon leurre il tombe à peu près à 10 mètres du bord. Côté eau, bien sûr. Et donc je vais pêcher les premiers 10 mètres en fait. Voilà, je vais faire ça 4-5 fois. Une fois que j'aurai fait ça, je vais avancer de 4 ou 5 mètres. Et je vais refaire la même chose. C'est-à-dire que je vais relancer à 10 mètres, enfin à 15 mètres donc, puisque j'aurai avancé de 5 mètres. Je vais relancer à 15 mètres du bord ce coup-ci. Voilà. Et après, si je touche au rien au bout de 2 ou 3 lancers, je vais recommencer je vais encore avancer de 5 mètres, je vais me retrouver au bord cette fois-ci. Et là, je vais peigner en éventail en fait. Côté gauche et côté droit, les deux côtés. Voilà, donc je pêche aussi bien face à la mer qu'en travers. Ce qui est important avec le Saruna, c'est de pêcher lentement, notamment quand la mer est agitée. On peut l'animer, mais c'est pas forcément la meilleure technique. Mais ça marche, il y a des fois où ça marche. Voilà, il faut essayer en fait. Mais un Saruna ramené très lentement dans les vagues, là, bien sûr. Alors il faut jouer avec les vagues, c'est-à-dire que il faut varier la vitesse du leurre. Si la vague vous pousse, vous accélérez. Si la vague vous retient le leurre, vous décélérez. Comme le ferait un poisson en fait dans le milieu naturel. Hein, vous sentez le courant tirer sur la ligne. Donc c'est à vous d'adapter la vitesse du poisson nageur. Par contre, vous pouvez le ramener en linéaire, donc comme ça, et il est très prenant, il n'y a pas besoin forcément de beaucoup l'animer. Alors bonjour, dans quelles conditions et comment utilisez-vous des leurres fluo que vous semblez beaucoup apprécier? Oui. Alors, celui que j'apprécie le plus, c'est celui-ci là. Donc le Jeep 90 SP. Voilà. Donc c'est un leurre que j'utilise essentiellement la nuit, mais il fonctionne aussi en journée, notamment en embouchure, si l'eau est un peu teintée, il n'y a pas de souci, ça marche. La nuit, alors j'ai remarqué que... Voilà, je vais vous montrer. Il y a un autre modèle là, vous voyez, par exemple. Celui-ci. Et le jaune. Voilà. Donc de nuit, le jaune fluo, en fait, il va être beaucoup plus visible par vous-même et par les poissons. C'est-à-dire que quand vous allez ramener le leurre au bord, à 2-3 mètres, si l'eau est claire, vous allez déjà l'apercevoir, même de nuit. Voilà, donc il y a des fortes chances pour qu'un poisson, ça se passe pareil pour lui, quoi. Donc j'utilise beaucoup les leurres fluo en fait la nuit. Et je dirais pas que c'est toujours plus efficace, parce que bon, on est sûr de rien, surtout avec le loup. Mais il y a beaucoup de fois où j'ai pu remarquer que c'était quand même bien d'utiliser du fluo. J'utilise aussi celui-ci, par exemple, là, ça c'est un pêche de jour. Hein. Voilà, regardez, il a le ventre qui est jaune fluo, en fait, jaune vert fluo. Hein, celui-là, le piglet shad, pardon. Et là, c'est pour pêcher en étang de jour, donc oui, ça marche aussi de jour, le fluo. C'est... Voilà. Les loups apprécient ce coloris jaune fluo, je ne peux pas vous dire pourquoi. C'est comme les sambres, un peu. Enfin, ceux qui pêchent le sang, ils savent très bien que ce coloris-là, il fait pas tout le temps la différence, mais très souvent. Alors, question de Johan. J'utilise là, les ports. Ok, donc là, c'est pas une question, c'est des... D'accord, une information. As-tu essayé l'heure de surface la nuit? Alors, la l'heure de surface la nuit, j'ai essayé. Et j'ai eu très peu de résultats, en fait. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que ça marche pas, parce que je connais des gens qui ont des résultats avec. Moi, je n'ai jamais eu. Donc après, au bout d'un moment, je peux insister. C'est peut-être un tort, d'ailleurs, mais moi, j'ai pas eu de résultat. Mais j'ai pris un poisson, je crois, une fois, et j'ai dû essayer quand même une bonne quinzaine de fois, je pense. Ensuite, Yann. Alors, Nicolas Lucchini. Quel triple à privilégier pour un Jeep 90 SP? Merci. Alors, moi, je mets des Honor
ST41, ça doit être en taille 6. 6 ou 8, ça convient. Voilà. 6, il va un peu couler, le modèle suspending. 8, il va rester suspending, je pense. Je pense, si mes souvenirs sont bons. Oui, sur les Jeep 90, il faut changer les triples, ils sont pas assez costauds de toute façon. C'est des leurres en fait qui sont faits pour pêcher des petits poissons à l'origine, quoi. Donc ils sont très piquants les triples qui sont d'origine, mais ils sont pas assez costauds pour pêcher le loup, quoi. Si vous tenez un gros poisson, vous allez le perdre. Alors, question de Monsieur Combarogoulous. Alors, je me permets de vous demander également en canne longue. Donc moi, alors il me demande de choisir entre la NLX, la Dragonite Seabass, pardon, NLX de 2m70 et la COS 82M en 2m50. 2m60, pardon. Laquelle choisiriez-vous? Alors, ok. Bon, moi je prendrais plutôt la Dragonite Seabass NLX en 2m70. Elle va être plus polyvalente que la COS, comme je sais pas dans quel type de secteur vous pêchez. La NLX en 2m70, elle va être plus polyvalente. Voilà, donc si j'en choisis une, ce sera plutôt celle-ci. Ensuite, Saruna est un de tes préférés. Mais que penserais-tu du Haluka? Alors, le Haluka, l'avantage du Haluka, c'est qu'il coule, en fait. Il y a un modèle coulant, ce qui n'est pas le cas du Saruna, qui est flottant. Donc, on peut laisser couler un peu, c'est pas gênant. La nage est totalement différente en fait. Le Haluka, il est. Comment dire? C'est un leurre qu'il faut quand même animer. Sauf si vous pêchez le barracuda, mais si. Là, je parle du loup. Il faut quand même l'animer sur le loup. Et c'est un leurre avec lequel j'ai eu des résultats, mais moins qu'avec le Saruna quand même. Mais bon, c'est pas un mauvais leurre, hein, pour le loup, c'est un leurre qui est correct. Alors ensuite, si tu devais utiliser un seul type de leurre surface, lequel choisiras-tu? Ah, question délicate. Ça dépend. Bon, pour la nuit, pour pêcher de nuit, là, j'hésite pas. J'utiliserai le Jeep 90 SP. Voilà. Je vous l'ai expliqué. En plage, je pêche quand les conditions de mer sont pas forcément très agitées de nuit. Et sur les gros ou les étangs, c'est pareil. Donc celui-là, il convient très bien, le Jeep 90 SP. Pour pêcher après 2 jours en plage avec une mer qui bouge, ou en côte rocheuse avec une mer qui bouge, je prendrais plutôt un Saruna. Voilà. Le Saruna 125, c'est impec. Il n'y a pas de souci. Et pour pêcher en étang, si je vais en prendre un toujours, un seul, je prendrai celui-ci, le Piglet Shad, que j'utiliserai en buzzing, mais pas forcément tout le temps en buzzing. Voilà. Là, le loup, il s'adapte très vite en fait au leurre. Et en fait, le buzzing s'est développé énormément dans les États méditerranéens là, ces dernières années. Et voilà, moi je suis déjà passé à autre chose, quoi. Voilà, ça a été de très bons résultats au début, il y a 3-4 ans. Là, maintenant, c'est beaucoup moins. Ça marche encore, hein, j'espère que ça marche pas, mais c'est pas ce que c'était, quoi. Donc, moi, je pêche beaucoup sous l'eau, en fait. J'utilise, comme je vous l'ai montré, là, du tungstène, et je pêche sous l'eau. Mais ne serait-ce que 5-6 cm en dessous de la surface, ça fait la différence. Voilà. Un poisson qui va suivre et pas prendre un buzzing, vous allez très 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 souvent le prendre juste en dessous de la surface si vous laissez couler. Pour laisser couler, il faut mettre un insert en tungstène dedans. Je l'ai montré tout à l'heure, je le remontre, c'est ça que j'utilise. Voilà. Et là, c'est la solution. Ensuite, la marée, même flamme. Alors, Spralex qui me demande: la marée, même flamme, la Méditerranée a-t-elle une influence sur le loup? Alors, c'est compliqué. Très franchement, il y a des fois, en côte rocheuse, j'ai eu l'impression que le fait de pêcher en marée haute, ou juste avant ou juste après, c'était quand même mieux. Mais franchement, c'est pas déterminant. C'est comme la Lune, je dirais que les conditions atmosphériques et les conditions météo sont bien plus importantes que la phase de la marée sur le loup.
peut-être que sur le poisson c'est différent, mais sur le loup, je vois pas trop de... Voilà, en mer. En étang, ça mord un peu mieux quand c'est marée haute. Mais encore une fois, quoi, si les conditions sont stables depuis plusieurs jours, là on peut dire que oui, la marée, elle influence un peu. Marée haute, ça va être un peu meilleur, quoi. Mais bon, c'est pas déterminant, quoi. Alors, bonjour, vous utilisez quelle tresse pour l'étang? Alors moi, j'utilise une tresse Gossen de couleur rose qui se voit bien et qui est costaud, qui permet de lancer correctement assez loin. Voilà, donc moi j'utilise la Gossen à 8 brèmes. Ensuite, Silvio, quelle météo privilégiée pour la pêche en étang méditerranéen ou lors de surface? Merci. Donc, pour les étangs méditerranéens, un vent de terre ou un vent marin, moi je préfère un vent marin parce que très souvent le ciel va être gris avec un vent marin, qu'avec un vent de terre, le ciel va être plutôt clair. Je pense que c'est ça qui joue plus que la direction du vent en fait. L'idéal, c'est un vent de terre avec du ciel gris en général. Mais ça arrive très rarement. C'est-à-dire que ça arrive une fois dans l'année et si vous avez de la chance quoi. Donc, il vaut mieux un vent marin avec du ciel gris. Et là, on a des bonnes chances de réussir en étang. Vincent, à partir de quelle hauteur de houle peut-on espérer avoir des résultats en côte rocheuse? Alors, en côte rocheuse, je dirais que c'est à partir de 1 mètre, 1 mètre 20. Voilà, c'est un minimum. En dessous de 1 mètre, je n'y vais plus, moi, maintenant. Après, au-delà de 1 mètre 50, 1 mètre 60, c'est compliqué. Il faut bien choisir les secteurs, c'est dangereux. Voilà, il faut faire attention. Donc, je dirais que pour moi, les conditions idéales, c'est entre 1 mètre 20 et 1 mètre 60. Le mieux, c'est 1 mètre 50. 1 mètre 40, 1 mètre 50, là, c'est parfait. Ensuite, les marées sont-elles utiles dans les canaux et embouchures? Cela crée le courant. Alors ça, c'est de Nier Battle. Oui, bien sûr. Donc là, pour pêcher les canaux et les embouchures, là, la marée, elle joue, bien sûr, puisque le courant, il va s'inverser toutes les 7 ou 8 heures si les conditions météo sont stables, bien sûr, parce que si vous avez un vent fort de terre ou un vent marin fort qui va créer une houle, le courant il va être dans un sens, il ne va pas changer en fait, quelle que soit la marée. Donc oui, bien sûr, il faut en tenir compte, mais avec des conditions stables et peu de vent. Ensuite, Thierry, le Jeep 90SP, je le trouve petit, mais à essayer, oui. Oui, moi je l'ai jamais trouvé petit, mais à essayer, oui, ça c'est sûr, oui. Ensuite, Rémi Fishing, hameçon triple ou simple sur les poissons nageurs. Donc moi j'utilise les hameçons triples en général, tout simplement parce que je suis un feignant qui ne change pas, mais bon, on peut mettre des hameçons simples. Après, sur la truite, je m'en sers un peu des hameçons simples. On en décroche un peu plus, mais c'est pas énorme. Voilà. Ensuite, je regarde si j'ai rien oublié au niveau des questions. Alors, Tony, ajoutes-tu des palettes sur les leurres souples? Alors non, j'ai jamais essayé. Mais c'est à essayer. Hein. Je ne dis pas que ça ne marche pas ou que ça va marcher, j'en sais rien. C'est à essayer. C'est important sur le loup, je vous le disais tout à l'heure, de ne pas avoir d'a priori et de s'adapter tout le temps. Parce qu'en en fait, il y a beaucoup de pêcheurs qui laissent tomber le loup parce qu'ils veulent avoir des certitudes en fait. Et en fait, on en a très peu de certitudes. Et moi, c'est ça que j'adore dans ce poisson, c'est qu'il faut toujours s'adapter. D'une année sur l'autre, c'est jamais pareil. Quoi. Alors, tu sais, ça on a dit. Ensuite, alors je vais vous passer la question. J'avais une question que m'avait envoyé Francky. Alors, je vais essayer de la retrouver. Elle est où? Elle est là. Alors, je vous la lis en direct. Salut Laurent, comment vas-tu? Question pour samedi, donc aujourd'hui. Quelle taille est coloris pour la nuit? Et plutôt l'heure souple ou l'heure dure? Donc là, il me pose ces questions pour la pêche en plage. Alors, pour la pêche en plage de nuit. Alors, il me demande la taille que j'utilise en général et les modèles. Donc,
c'est en fait la réponse va être simple, c'est que plus ça bouge, plus je vais utiliser des leurres qui vont être de taille importante, et plus la mer sera calme, plus je diminuerai en taille. Voilà, c'est-à-dire que par exemple, de nuit, donc il me pose la question de nuit, s'il y a une houle qui est de moins d'un mètre, je vais sortir mon gibbe là, jaune, sans hésiter. Si on a une houle qui est importante, à ce moment-là, je passerai sur un sauna 125, voilà, qui va se lancer facilement à 30 mètres, donc il n'y a pas de souci. Et niveau leurre souple, c'est pareil, je vais pêcher avec du 3 pouces, du 4 pouces ou du 5 pouces, voire du 6 pouces, mais en fonction de la hauteur de la houle. C'est-à-dire que moins il va y avoir de houle, moins je vais utiliser des gros leurres. Voilà. C'est pas pour ça qu'on pêche des petits poissons ou des gros poissons. Voilà, ça n'a pas d'incidence sur la taille des poissons qu'on va capturer. Voilà. Alors, ce qui est important, par contre, pour les leurres souples, en pêchant de nuit, et de jour aussi d'ailleurs, il faut se dérouiller pour qu'en fait le leurre, il touche le fond, mais légèrement. C'est-à-dire que si vous utilisez une plombée trop lourde, avec laquelle il va arriver au fond très vite, et sans que ce soit naturel, ça va pas être génial. Et ce sera la même chose si vous avez quelque chose de trop léger, c'est-à-dire qu'il va pas arriver au fond, et là à ce moment-là, ça ne conviendra pas non plus. Donc des fois ça se joue à 1 gramme, mais c'est à peu de choses près. Donc il faut pas hésiter à changer de plombée en fait, à s'adapter donc en fonction de la houle et du courant. Dès que vous voyez que vous êtes trop loin du fond ou que vous atteignez le fond trop facilement, vous changez de leurre. Vous changez de grammage, pardon. Donc vous mettez plus de grammage ou moins de grammage. Alors, là on l'a vu. Ensuite, donc quel type, là c'est qui? Terrain fishing. Quel type de moulinet utilises-tu notamment au niveau de la récupération? Alors moi j'utilise un Shimano Twin Power 4000 XG ou 3000 XG pour la pêche en étang et 4000 pour la pêche en plage. Donc ils ont un fort ratio. Voilà, c'est quand même plus pratique, hein, notamment pour amener un leurre assez rapidement. En surface, c'est pas mal. Est-ce que tu as remarqué des phases alimentaires? Alors, Spralex, pardon, désolé. En fonction des saisons, la météo, oui, voilà. Alors, donc il me demande, Spralex, si en fonction de la météo et des périodes, je vois des différences de comportement alimentaire du loup, oui. Donc ça, c'est oui. Notamment, alors, je vais vous dire ce que je vois. Après, je dis pas que c'est une vérité, mais je l'observe depuis plusieurs années. En début de saison, souvent, ils sont sur des grosses proies. C'est-à-dire avril, mai, voilà, ils sont souvent sur des poissons qui font entre 10 et 20 cm. En été, c'est à peu près pareil, ils peuvent en avoir aussi qui sont un peu plus petits, mais enfin, c'est dans ces tailles-là. Et puis après, en septembre, par contre, très souvent, ils sont sur des tout petits poissons entre 2 et 5 cm souvent. Donc là, il ne faut pas hésiter à pêcher très fin. Voilà, moi j'utilise ça par exemple, là, des bons résultats avec ce leurre. C'est Best Shad, il s'appelle. Best Shad. Voilà. C'est un leurre que je ramène en linéaire, hein, tout simplement. Mais il descend à 1,50 m environ et franchement il est très efficace pour le loup. En étang, en plage, je pêche beaucoup avec en fait en septembre jusqu'au début du mois d'octobre. Voilà. J'ai cru comprendre que vous l'auriez aussi, les royales. Pouvez-vous nous en parler? Alors, les dorades royales, oui, on va en parler. Donc, les dorades royales, je les pêche avec ça. Donc, uniquement ce leurre-là, c'est le Gibbe 90 SP. Donc, comment ça marche? En fait, c'est tout simplement un énorme coup de chance, tout simplement. J'ai trouvé ça vraiment par hasard, en fait. Les dorades, en fait, elles se nourrissent de mulets en mai et juin, sur certaines zones de côtes rocheuses, où il y a des plages de galets, notamment. Voilà, donc, en fait, j'ai trouvé ça par hasard il y a une dizaine d'années. Olivier Murat, donc le patron de Smith Europe, était venu, dans les Pyrénées-Orientales, où j'habite, avec Joël Dareux, le représentant Smith pour le sud de la France à l'époque, et ils étaient venus fin mai, c'était. Et donc, le soir, ils me disent, bon, on va aller pêcher quand même, on va pêcher le loup, amène-nous prendre le loup. Bon,
On est parti. Moi, j'étais persuadé qu'on allait faire un beau capot, parce que là, ce soir-là, la mer était complètement calme. Enfin, il y avait... Enfin, c'était... Voilà. C'est très compliqué de prendre un poisson avec ces conditions-là. Donc, je les amène sur une zone, là, où... Des fois, je savais qu'il y avait des loups qui montaient chasser sur des mulets, donc... une zone où il y avait 1 mètre d'eau à peu près de profondeur. Et donc je prends une dorade royale de 2 kg à peu près, je crois, ou 1,8 kg. Voilà. Et avec un gib 90 SP. Et puis, persuadé que c'était complètement par hasard, je suis pas retourné de 3 semaines, je crois, après. Pour vous dire à quel point je pensais que c'était le hasard, quoi. Et donc j'y retourne 3 semaines après au même endroit, dans les mêmes conditions. Et là, j'en fais pas une, j'en fais 4 et un loup, si mes souvenirs sont bons. Voilà, donc après, bon, j'ai affiné la chose, j'ai compris que c'était bon par certaines conditions, que ça n'était pas tout le temps. Et donc, voilà, si en gros, vous avez un endroit en côte rocheuse avec une plage de galets où il y a des mulets et où il y a des dorades pas trop loin, souvent ils montent chasser les mulets dans ces zones-là. Il faut privilégier les conditions calmes, hein, pas de vent. Dès qu'il y a du vent, j'en fais pas, c'est pas compliqué. La houle, ça ne dérange pas trop, mais le vent, je sais pas pourquoi. J'en sais rien, mais j'en fais pas quand il y a du vent. Voilà. Donc ça, c'était une réponse à Nicolas Lucchini. Alors, ensuite, El Silvio. Y a-t-il plus de résultats en bordure d'étang? Oui. Donc, toujours pour l'air de surface. Ok. Alors, en étang, oui, les bordures, c'est très important. Très souvent, les poissons ils se concentrent d'ailleurs dans très peu d'eau. Donc là, on peut utiliser voilà, le seuleur, là, le piglet shad, ou si vous l'utilisez à l'heure de surface, Eupen là, ou Apen de la marque Adusta. Alors celui-là, il est exceptionnel. Enfin, moi, j'ai jamais vu un leurre de surface comme ça, je le dis très franchement, et je me trompe pas, quoi. Je vais essayer cette année en côte rocheuse. Je n'ai pas encore eu le temps de pêcher en plage avec, mais ce que j'ai lu, c'est le son. Donc déjà, il y a 2 bruits différents. Hein. On entend 2 bruits, un bruit sourd et un bruit beaucoup plus aigu. La nage, elle est exceptionnelle. Et voilà, c'est un truc, ça va être fabuleux en étang, quoi. Il me tarde d'essayer. Donc pour répondre à votre question sur les résultats en bordure d'étang, souvent ce que je fais, en fait, je pêche en wading. Et je me tiens à 20 mètres du bord quand c'est possible, c'est pas partout possible dans les étangs. Et en fait, je lance vers la berge, quoi. Donc ça évite plus. Les avantages, vous les expliquer, ils sont pas compliqués à comprendre. C'est que souvent au bord, il y a des coquillages. Non seulement sur la berge, mais sur les 4-5 premiers mètres, souvent il y a des coquillages. Et donc quand on marche là-dessus, ça fait beaucoup de bruit. Donc tous les poissons qui sont aux alentours, ils vous entendent à 50 mètres, là, il n'y a pas de problème. Donc, en général, ce que je fais quand c'est possible, je me mets dans l'eau et je vais me mettre à 20-30 mètres du bord. Et en fait, je pêche parallèlement au bord. Et en progressant, sans faire de vagues, le plus discrètement possible. Et je marche sur du sable, là, puisqu'à 20-30 mètres du bord, il n'y a plus de ces coquilles, ces petits coquillages morts au fond de l'eau. Donc je fais pas de bruit en marchant sur le sable, les loups ne m'entendent pas, ils me voient beaucoup moins que si j'étais debout sur la berge aussi. Et donc ça permet de pêcher en discrétion et justement pêcher les premiers mètres dont vous parlez là, qui sont vraiment les premiers mètres à pas louper, parce que très souvent les poissons sont là et souvent les poissons qui sont actifs. Voilà. Donc c'est très très important de pêcher les bordures, justement. Oui, vous avez bien raison. Et d'ailleurs, c'est aussi valable pour la côte rocheuse ou la plage. Hein. Enfin, on en a parlé tout à l'heure, mais en côte rocheuse, c'est 90% des poissons que je fais à moins de 10 mètres du bord. Quoi. Ça, voilà, si vous n'êtes pas discret, vous pouvez pas en prendre. Quoi. Enfin, vous pouvez en prendre, mais voilà, vous passez à 90% des poissons si vous arrivez au bord en vous montrant et en vous agitant dans tous les sens. Voilà, alors... Le Zonk 77 est aussi bon, oui, certainement, je sais pas, j'ai jamais pêché avec. Ensuite, Christophe Perrin. Aurez-vous quelques leurres pour le tarpon? Alors, très modestement, j'ai aucune expérience du tarpon, donc je vais pas vous répondre des âneries. Je n'ai j'ai aucun leurre pour le tarpon. Par contre, ce que je vous propose, c'est de poser la question sur la page Smith Marriott Europe, là, vous pouvez envoyer un message. Et moi, je vais m'occuper de chercher quelqu'un qui puisse vous répondre à l'équipe
de façon à vous renseigner honnêtement et précisément ce que je suis capable de faire puisque j'ai jamais pêché ce poisson. Ensuite, donc ça c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on m'a demandé? Ah oui, Spralex me demandait de raconter une sortie folle. Alors j'en ai eu très peu, très franchement. Le loup, je le pêche depuis 2004 donc. Avant, moi, je pêchais que la truite et le sandre. Donc voilà, j'ai une quinzaine d'années d'expérience, ce qui n'est pas énorme sur le loup. Même un pêcheur qui pêche le loup toute sa vie, je pense qu'il ne connaîtra jamais tout. Voilà, donc 15 ans, c'est vraiment pas beaucoup. Alors, il m'est arrivé quelques trucs un peu spéciaux. Alors, il y en a un, c'était dans un canal. Alors là, je l'ai raconté à Paramount, celle-là, parce que tout le monde m'aurait pris pour un fou. Mais ce que je vais vous raconter, c'est strictement comment ça s'est passé. Je pêchais avec un Jeep 110 en fait à l'époque, et je pique un loup qui fait 7 kilos. 7 kilos ou 7 kilos aussi, je sais plus en fait, dans ces eaux-là quoi. Je le sais puisque je l'ai attrapé après. Et en fait, dans le canal, à cet endroit-là, c'est un jour où il y avait très peu de mer, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est un canal qui relie un étang à la mer. Et en fait, le courant, il s'est inversé toutes les 4-5 minutes. Je sais pas pourquoi, c'était comme ça ce jour-là. Et donc je pique un poisson, et je le ramène assez rapidement. Et en fait, au moment où il est à 3-4 mètres de moi, le courant s'inverse, mais d'un coup est très fort. Et le poisson me casse, quoi. J'avais dû trop serrer le frein, en fait, je sais pas. Donc le poisson me casse. Et donc il part avec mon leurre. Donc moi je me retourne, je commence à faire le nœud pour changer d'agrafe, quoi. Et puis je me retourne machinalement, et je vois en fait le poisson qui est à la surface et qui bouge pas, quoi. Il est à 15 mètres de moi. Et je sais pas ce qu'il m'a pris, j'ai lâché la canne, je suis parti le long de la berge, j'ai plongé dans l'eau et je l'ai attrapé à l'épuisette, à la surface. Il était complètement tétanisé en fait. Alors je sais pas si c'est au moins la ligne a cassé, enfin je sais pas, j'ai jamais compris ce qui s'était passé, mais en tout cas c'est strictement la vérité, quoi, ça s'est passé comme ça. Et ça m'est jamais arrivé depuis, et je pense que ça m'arrivera jamais. Voilà, c'était un loup de 7 kg ou 7 kg 6. C'est assez étonnant. Alors, ajoutez-vous des teasers, me demande Peter. Non, jamais. Je l'utilise jamais. Parce que j'ai pas comment dire. J'y crois pas spécialement, quoi. Après, comment dire. Je dis pas que ça marche pas, hein, c'est pas du tout ça, mais moi j'y crois pas spécialement, donc bon. L'avantage du teaser pour moi c'est d'utiliser un petit leurre. Un petit leurre qui va être par exemple avec celui-ci là, le Penn de Adusta. Je le mettrai par exemple devant, à 2 mètres devant. Et le seul avantage du teaser dans ce cas-là, pour moi, ce serait d'avoir un petit leurre qui peut se lancer loin en fait. Voilà, parce que des fois, à certaines périodes de la saison, je vous l'ai expliqué, là, les loups sont sur des petites proies. Et donc, si on utilise une petite proie, en général, on arrive à lancer à 10-15 mètres au maximum, guère en plus, quoi. Avec un teaser donc, qui est monté sur un leurre souple, sur un leurre dur, pardon, ou un leurre à bavette, un leurre de surface, pardon, ou un leurre à bavette, on va pouvoir lancer ce petit leurre très loin. Voilà, donc ça, c'est un avantage. Mais on peut le faire aussi avec une bombette, donc voilà, Voilà, le teaser, moi, je ne m'en sers pas. En général, voilà. Donc le seul moment où je me sers d'un teaser, en fait, ça va être pour pouvoir lancer un petit leurre loin. Ah, voilà, en résumé, c'est ça. Alors, Nier Battle. Comment décider les loups sous les bateaux dans les ports? Souvent, ils suivent mais ne tapent pas. Oui, c'est ça, oui, c'est très compliqué. La pêche en port, c'est une des plus compliquées qui soit, de toute façon, pour le loup. Donc, moi, j'ai eu des résultats en pêchant très fin, en fait. Donc je vous ai expliqué en début de session là que bon, j'utilisais très peu la finesse maintenant en fait. J'utilisais des bas de ligne à 25 pour pêcher en étang ou en 35 pour pêcher en contre-rocheuse ou en plage. Voilà, j'ai utilisé des bas de ligne en 18 à 20 centièmes au début, mais franchement je me suis rendu compte que ça jouait pas forcément beaucoup. En port par contre, oui là je suis d'accord à 100%.
quand des poissons suivent en port et qui touchent pas au leur, là, décembre, moi j'ai pêché en 14 centièmes aussi, carrément. Mais là, voilà, on en prend, mais bon, il faut pas toucher en gros, quoi, parce que sinon c'est perdu, quoi. Mais ça fait la différence, il n'y a pas de souci. Un petit leurre souple et en pêchant avec un 14 ou un 16 centièmes, là, on a beaucoup plus de tape que sur des badiniers à 25 centièmes. Alors, Tyrène Fishing, ton expérience à pêche exotique, ou même sur les poissons tels que le bara ou le thon, présents en Méditerranée. Alors, mon expérience, le bara, j'ai pêché une fois, j'en ai pas attrapé, donc j'en ai aucune. Et le thon, je l'ai pêché une fois, j'en ai pas attrapé, donc j'en ai aucune aussi. Voilà. Donc je peux pas en parler, je connais pas. Ensuite, Romain Lamotte, bonjour. Alors, comptez-vous sortir un nouveau coloris pour le Super Surger 17 grammes 5? Je sais pas du tout. Donc là, c'est pareil, Romain. Je vous propose d'envoyer un message sur la page Smith Marriott Europe. Vous avez un onglet là pour envoyer un message. Vous envoyez un message et quelqu'un vous répondra pour vous dire si un nouveau coloris est prévu. Je ne sais pas du tout, donc je peux pas vous répondre. Désolé. Voilà. Spralex, la suite. Donc Spralex m'avait demandé de lui raconter une histoire incroyable. Donc, après celle du loup attrapé à l'épuisette, il m'en est arrivé une il y a 2 ans, donc c'était au mois de novembre, avec Roman, donc avec qui je pêche de temps en temps, il nous est arrivé un truc, c'était en fait, à peu près 30 minutes, je pense que c'était même pas 30 minutes, on a pris 6 poissons, et que des gros poissons, quoi, de 4,5 kg, 6 kg en fait. C'était un truc incroyable, ça m'est plus jamais arrivé d'ailleurs depuis. Sur une zone très petite en fait, qui faisait 20 ou 30 mètres, je sais pas du tout ce qui s'est passé à ce moment-là, un banc de gros poissons est venu chasser, et puis voilà, on en a pris 6 à 2 en moins de demi-heure, voilà, ça m'est plus jamais arrivé d'ailleurs, c'était vraiment exceptionnel. Donc je remonte pour voir s'il y a d'autres questions que j'aurais laissé passer. Alors, toc toc toc. Non, là c'est bon. Ah oui, Jean-Paul. Alors, Jean-Paul, il m'avait posé une question, il me semble. Il est où, Jean-Paul? Je le retrouve, si ça y est. Alors. Moi je trouve plus la question, désolé, je sais pas. Jean-Paul m'avait posé une question, je sais plus où elle est. J'espère qu'il apprécie sa Erdinger, parce qu'il m'avait dit que pour une Erdinger ce soir, il habite en Allemagne. Voilà, bon bah écoutez, on arrive à la fin là, donc j'espère que vous aurez apprécié ce moment. Personnellement, c'était très intéressant. C'est toujours intéressant de partager sur ce poisson avec des gens passionnés. J'espère que vous allez bien vous porter. Prenez soin de vous. Respectez le confinement. Il n'y en a plus pour longtemps, normalement, avant de pouvoir retourner à la pêche. Et bonne soirée à tous. Et bon apéro à ceux qui vont boire l'apéro comme moi. C'est l'heure. A bientôt et portez-vous bien. Au revoir. Ah. Attendez, j'ai une dernière question. Alors, s'il y avait... Donc ça, c'est... Excusez-moi. C'est pêcheur, chasseur qui me pose une question. S'il y avait un endroit à choisir pour vous, embouchure, côte rocheuse ou plage? Alors, c'est complètement différent. Si je choisissais quelque chose, moi, ce serait la côte rocheuse, tout simplement pour les paysages, parce que c'est fabuleux. C'est une pêche de poste, donc ça ressemble beaucoup à la pêche de la truite, que je pratiquais, en fait, que je pratique toujours d'ailleurs, mais qui est ma pêche de référence. Et voilà, les vagues, les paysages de côte rocheuse, je m'en lasse pas, quoi. Voilà. J'habite un peu plus loin, donc maintenant j'y vais moins souvent. Mais à une époque, j'habitais au bord de la côte rocheuse, donc là j'y allais 2 fois, voire 3 fois par semaine. C'est fabuleux. Si vous n'avez jamais essayé, c'est des moments très sympas. Allez, bonne soirée à tous, portez-vous bien et bon courage pour la suite. Au revoir.